À chaque fois que je vois ce film dans une salle, il est applaudi. Ah, c'est normal. Ben oui, c'est normal. Patrick Briand, est-ce qu'on peut peut-être redire un mot à quel point cette histoire et le métier de journaliste et la liberté de la presse aux États-Unis touchent de près quelqu'un comme Richard Brooks? Alors Brooks, avant d'être scénariste, avant d'être cinéaste, il était journaliste. Il était journaliste, c'est-à-dire qu'il était comme Edward Sisson, sans doute, pas patron, comme Edward Sisson qu'on voit dans le film. Il a travaillé, il savait ce qu'était le New York World, parce que l'histoire du Day s'inspire d'une histoire réelle qui est la mort du New York World, le journal fondé par Pulitzer. Quand Pulitzer est mort, ses enfants, quand c'était deux fils, ont décidé de faire comme les idiotes de Phil qu'on voit dans le film, c'est-à-dire de le vendre. Et d'ailleurs, les deux premiers titres du film étaient The Newspaper, le journal, et The End of the World. Et ce journal qui clignote à la fin qui s'éteint, c'était le symbole de The World que lisait Brooks. La presse aux États-Unis, on le sait, est tout à fait différente de ce qu'elle est en France. C'est une presse, enfin en tout cas c'était une presse. À l'époque de gens comme Brooks, comme Fuller, c'était une presse d'investigation. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, contrairement à la France, les journaux ne sont pas stipendiés par le pouvoir. Les journaux sont indépendants, indépendants toujours de la publicité, ce qu'on voit très justement d'ailleurs dans le film avec le nommé Wharton et ses grands magasins. Mais c'est une presse qui est beaucoup plus libre. C'est une presse d'investigation, ce qui nous manque beaucoup ici. D'ailleurs, moi, à chaque fois que j'entends parler de fake news, de gens qui corrigent les fake news, de cellules d'investigation, oui, peut-être, mais on sait tout de même à quel point la presse est très tenue en France. Tenue par tous les groupes de pression possibles, qu'ils soient politiques et journalistiques. Ce qui fait d'ailleurs que très peu de films, il y a peut-être juste le quatrième pouvoir, oui, qui a parlé de la presse en France. Tandis qu'aux États-Unis, parler de la presse, c'est vraiment une tradition. Énormément de livres sur la presse. Il y a un prix Pulitzer chaque année. Il n'y a pas la même chose en France, ce qui est très symptomatique. Donc la presse joue dans la société américaine, jouait en tout cas dans la société américaine un rôle tout à fait différent de ce qu'elle peut-être en France. Et on sent à quel point un homme comme Brooks donc, a pu être touché par la disparition de New York World qu'il lisait et a tenu ici à parler de ce qu'est la presse, de ce qu'est le journalisme. Et comme je vous le disais un peu au début, c'est pas uniquement une espèce d'apologie philosophique du journalisme, en tout cas, oui, mais c'est en même temps la description de tous les rouages du journalisme. Et c'est ça, moi, je trouve, qui est passionnant. D'ailleurs, la distribution, l'interprétation du film, elle est absolument éblouissante. Non seulement Bogart, naturellement, et les 5 ou 6 premiers rôles, mais tous les acteurs de second plan que nous reconnaissons quand nous connaissons le cinéma hollywoodien sont tous des acteurs que nous connaissons bien. Ils sont tous formidables. De Paul Stewart, qui joue le chroniqueur sportif, à Lugerman, celui qui s'occupe des investissements bancaires. Ce sont tous des acteurs qu'on a vus. Et chacun est absolument admirable et nous fait comprendre que c'est la vie d'un journal. À un moment où, ici ou ailleurs, on est complètement victime d'une mondialisation, d'une presse de plus en plus tentaculaire. Comme dit Brooks très justement, un journal qui s'arrête, c'est une partie de la vie qui s'arrête. C'est un film qui lui était particulièrement cher. J'ai eu la chance de le rencontrer
avant qu'il disparaisse, juste avant que je n'ai fait mon livre sur lui. Et c'est un des films, certainement, auquel il tenait le plus. Je lui ai montré le scénario original du film, que j'ai la chance d'avoir. Il a été très, très, très heureux de me le dédicacer avec une dédicace qui m'a fait naturellement énormément plaisir. Richard Brooks, c'est quelqu'un qui commence à devenir cinéaste après la guerre, alors qu'il a été soldat, il a fait la Seconde Guerre mondiale dans les Marines. Ce film est considéré, je ne sais pas si vous êtes d'accord Patrick, mais comme son premier vraiment grand film très réussi. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il passe d'une compagnie à une autre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de la MGM samedi dernier, qui a été la compagnie à peu près de la vie de Richard Brooks à propos de La Dernière Chasse, son western. Là, c'est un film Fox, et donc c'est une production Zanuck. Bon, Brooks était journaliste, a été romancier. Je me permets de vous conseiller, comme je l'ai conseillé samedi dernier, de vous procurer le roman qui s'appelle The Producer, qui est certainement le livre le plus intelligent écrit sur Hollywood. Regardez sur Amazon ou sur eBay pour essayer de vous procurer, puisqu'il n'existe plus. Il a été publié en français chez Marabout, et aux États-Unis on le trouve. Bon, il est devenu scénariste, il a fait la guerre dans les Marines, dans le corps de transmission des Marines, dans le Signal Corps, et étant scénariste, il a suivi les tournages. Et quand on suit les tournages, on apprend un peu, non seulement le métier de scénariste, mais le métier de metteur en scène. Et il s'est dit manifestement que, après tout, pourquoi pas. Et grâce à Louis B. Mayer, qui était à ce moment-là à la tête de la MGM, il a pu devenir réalisateur et tourner 2 films. Ce sont ses 2 premiers films, même si certains considèrent Valley Masque comme son premier. Ce sont 2 films tout à fait intéressants. L'un avec Cary Grant et Joseph Ferrer, qui se passe dans une espèce de dictature sud-américaine. C'est une réflexion politique tout à fait intéressante sur ce qu'on peut faire. Est-ce qu'un chirurgien doit opérer et sauver une espèce de dictateur local? C'est un vrai sujet. Second, c'est un film avec George Sanders et Stuart Ranger, qui est Miracle à Tunis. Et à ce moment-là, il a la chance, par le contrat qu'il a avec la MGM, d'avoir le droit de pouvoir tourner un film en dehors de la MGM. Donc, il se rapproche de Zanuck, parce que Zanuck, on le sait, a été un scénariste, sous le nom de Mark Greenfield. Zanuck a toujours été passionné par l'univers de la presse. Les films Warner, d'ailleurs, des années 30, à l'époque où Zanuck était le patron de la compagnie, sont des films qui se sont intéressés plusieurs fois, une dizaine de fois au moins, à la presse. Notamment un film qui s'appelle Five Star Final. Des choses comme ça, des films de Wellman, de Irving Leroy, d'Alfred Green. Il a pu bénéficier de la présence de Brooks, qui connaissait, de Brooks naturellement, mais d'Humphrey Bogart, qui connaissait depuis Key Largo, et qui a accepté de tourner, certainement avec un contrat moins intéressant que celui auquel qu'avait Brooks, qu'avait Bogart d'habitude. Ils se sont remarquablement entendus. Au départ, il semble que la Fox ait préféré avoir Gregory Peck, parce que Gregory Peck avait symbolisé pour Zanuck quelques années plus tôt dans Le Mur Invisible, qui est un film contre l'antisémitisme, justement la volonté de lutter contre des groupes de pression. Bogart a préféré, avec raison, avoir Bogart, et il s'est remarquablement entendu avec Bogart, on le sent, puisqu'il dirigera l'année suivante Bogart dans un très curieux film de guerre, très très curieux, qui s'appelle Battle Circus, le cirque infernal. Et en fait, qui passe ce soir à 19h30. Ah ben, n'hésitez pas à rester là et voir. Franchement. C'est un film tout à fait intéressant qui montre. D'ailleurs, juste une anecdote à ce propos. Bon, j'ai eu la chance de. Oh, ben, je ne raconterai pas, c'est un peu trop long, ça. Bon. Quand j'ai fait mon livre sur Brooks, qui a été mon premier livre publié en Europe sur lui, ensuite est arrivé un livre américain très tardivement et plus
plus ambigu. Je n'ai pas voulu lui demander son autorisation, je n'ai pas voulu demander son imprimature, parce que j'essaie de travailler sérieusement dans les livres que je fais. C'est un cinéaste que j'admirais depuis des décennies. J'avais énormément de documentation sur lui. Bon. En revanche, je l'ai vu à Paris. À ce moment-là, j'ai vu 3 fois. On a déjeuné ensemble, il était tout content, parce que j'avais le début de la maquette du livre. Puis je lui montrais, il était tout content qu'on parle de lui, alors qu'aux États-Unis, il était complètement oublié. Je dînais avec lui le lendemain, et ce qui est curieux, c'est que j'ai essayé de lui poser des questions. Et ça, c'est assez intéressant, ça m'a appris beaucoup de choses dans le domaine. J'avais beaucoup déjà d'interviews de lui, dans la presse américaine notamment. Et chaque fois que je posais une question, un peu différente de celle auxquelles il avait déjà répondu, il me répondait ce qu'il avait déjà dit 20 fois. Je pouvais presque faire la réponse à sa place. C'était extrêmement frustrant, parce qu'il fallait que j'allais extrêmement intéressé, alors que je savais ce qu'il allait dire. Et ça prouve à quel point, ça, certains de mes confrères le savent, il faut vraiment vivre avec un cinéaste, comme a pu faire, je ne sais pas, Michel Simon, avec Casson, avec Borman, avec des gens comme ça, pour arriver à sortir un peu du ronron de la presse. Moi, la première fois que j'ai vu Jacques Tourneur, à l'époque, il n'avait pratiquement pas été interviewé. À ce moment-là, il disait des choses différentes, tout à fait différentes de ce qu'il a dit par la suite. Alors, pour revenir à Brooks, je dîne avec lui, c'est pareil, je dis, mais pourquoi est-ce que vous avez tourné les frères Karamazov? Parce que c'est un chef-d'œuvre de la littérature russe, etc. Tout est comme ça. Et il me dit, écoutez, je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra, c'est malheureusement, je l'ai revu, voyons-nous demain petit déjeuner, je prends mon petit déjeuner à l'hôtel de la Seine-Moine, près du Champs-Élysées. Bon, je passe le voir. J'essaie de poser quelques questions, c'est pareil, on dit toujours la même chose. Et à ce moment-là, il tombait des cordes, c'était épouvantable, il pouvait tomber comme flotte. Il me dit, écoutez, c'est terrible dans ce pays, personne ne parle anglais, j'ai des problèmes pour mon avion, il faut que je change mon départ, est-ce qu'on peut venir avec moi pour aux Champs-Élysées, où est la succursale de compagnie aérienne, pour régler les problèmes? Oui, on va. Et on a monté l'avenue, le jour 5, je crois, sous une espèce de trombe. Et à ce moment-là, il était tout à fait différent. Quand je l'ai vu avant, j'avais pas de magnéto, je prenais pas de notes, je voulais pas de magnéto. Et il s'est mis à dire plein de choses. Par exemple, je lui ai reposé quelques questions à ce moment-là. Je lui ai dit, mais pourquoi vous avez tourné les frères Karamazov? Et il me dit, pour deux raisons. D'abord, je suis juif, ce qu'il ne disait jamais. Et je suis russe d'origine, ce qu'il ne disait pas plus. Et à ce moment-là, c'est pour ça que je vous parle à propos de Battle Circus, que vous verrez ce soir, vous tous. Je lui dis, vous avez tourné 2 films sur la guerre. Battle Circus et Tales for the Ground, c'est un terreur. Et c'est curieux, on voit que pratiquement les coulisses de la guerre. Pourquoi? Vous étiez pendant la guerre dans les Marines, vous avez vu des choses. Il m'a dit, mais cher M. Brion, vous ne savez pas ce que c'est que la guerre. Ah, je ne sais pas ce que c'est que la guerre, heureusement. Je sais ce que c'est que les manœuvres. Je fais mon service militaire, je fais des manœuvres avec les Américains, les Allemands, je ne sais pas ce que c'est que la guerre. Il me dit, la guerre, nous appartenions au Signal Corps, en gros les transmissions. C'est-à-dire que nous filmions les gens qui débarquaient. Il fallait théoriquement être là quand les gens allaient débarquer. Donc quand nous étions là, on recevait les obus, les obus des mortiers, on nous attardait d'en haut, il y avait 80% de pertes. 80% de pertes. Plus qu'un infanterie qui allait débarquer. Il y avait les choses frises dans l'eau, c'était épouvantable. L'eau était rouge, ça on l'a vu que. Ensuite on l'a vu dans le Soldat Island, l'eau était rouge. Et il m'a dit, quand vous enfonciez votre pied dans quelque chose, plus le retirer, vous découvriez que vous l'avez enfoncé dans le pied, dans le corps, dans le ventre de quelqu'un que vous connaissiez, qui était un Américain. Comment voulez-vous qu'on montre ça? Donc, tout ça, c'est pour vous dire à quel point, bon, c'était quelqu'un de très... Moi, c'est un homme qui m'a beaucoup marqué. C'est un humaniste, c'est un cinéaste passionnant. La semaine dernière, il y avait beaucoup de monde pour voir La Dernière Chasse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde pour voir Les Masques. C'est très bien, ça prouve que, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous avaient vu le film avant, en tout cas vous l'aurez vu. Et j'espère que ça va vous donner
l'idée de voir les autres films de Mroz. Il y en a quelques-uns sur la fin de sa vie qui sont un peu moins intéressants, parce que jusqu'au bout, il espérait tourner. Moi, quand je l'ai vu, il était fatigué. Et il fumait, on a toujours sa pipe, là, il fumait plus, parce que le médecin l'avait interdit de fumer, il ne pouvait plus manger de viande, ça lui était interdit. C'était un homme manifestement très fatigué, très usé. C'était plein en même temps d'enthousiasme. Il espérait tourner à la condition humaine, après Malraux. Bon, j'avais malheureusement l'impression qu'il ne tournera plus jamais rien. C'est ce qui s'est passé en effet. Et en même temps, c'est quelqu'un, et Philippe Garnier le dit d'ailleurs dans son texte du programme, qui a fait une carrière et qui a tenu le coup à Hollywood sur une durée incroyable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrive à faire des films à Hollywood pendant 40 ans, ce qui est vraiment beaucoup, avec force, nomination aux Oscars, etc. Donc il était vraiment à l'aise et tenace et combatif dans cette industrie très particulière, et ce pendant très longtemps. Je ne sais pas s'il était à l'aise, mais il était en tout cas tenace et combatif, ça oui. Le seul drame qu'il y a eu, c'est qu'il a commencé à tourner, mais ça c'est une question de génération, 10 ans trop tard. Il aurait tourné 10 ans plus tôt, c'est-à-dire au lieu de commencer à tourner au début des années 50, il aurait tourné au milieu des années 30, il aurait fait une carrière comme Walsh, comme Wellman, comme Ford. Il a tourné moins de 30 films, il a tourné tout ce qu'il pouvait tourner, il a eu la chance de tourner à la MGM. Donc il a été en fait extrêmement libre, avec la possibilité d'aller tourner ailleurs, les masques qu'on a vu ce soir. Ensuite, il a été victime de l'écroulement des studios à la fin des années 50. Il est devenu, pour le mieux et le pire, une espèce d'indépendant, comme ont pu l'être Malkovich ou autres, pour le mieux et pour le pire, là aussi. Il serait resté dans le giron hollywoodien, il aurait tourné 70 films, et sur les 70 films, il aurait fait un chef-d'œuvre. Parce qu'il a imprimé à chaque fois sa patte à ses sujets. D'ailleurs, il y a qu'à voir, les masques, c'est un scénario de lui. Le scénario, il est absolument éblouissant. Éblouissant. Les répliques, aujourd'hui, où le moindre film fait 2h40, parce qu'on n'arrive pas à empêcher un scénariste de faire n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas de producteur pour relire, et là aussi faire des coupes. Ce film, il doit faire 87 minutes ou un truc comme ça. Il n'y a pas un plan de trop, il n'y a pas une story, il n'y a pas une ligne de dialogue de trop. Et si vous le relisez, si vous le revoyez, en bonheur, il y a qui sont DVD, si vous le revoyez, vous voyez la qualité, ces dialogues sont des dialogues qui sont comme des flèches, parfaits, parfaits, et qui abordent en fait plein de sujets, beaucoup plus qu'on pense. Et est-ce qu'on peut dire un mot du contexte politique aux États-Unis? Parce que vous insistez beaucoup là-dessus dans votre livre, dans le chapitre consacré à les masques. C'est quand même un contexte très particulier, parce que la chasse aux sorcières, de façon organisée avec la commission des activités anti-américaines, qui sont donc chargées d'étudier la pénétration des communistes à Hollywood et de traquer les communistes ou les prétendus communistes a commencé dès 1947, et des gens comme Richard Brooks lui-même et comme Humphrey Bogart sont eux-mêmes menacés, enfin la menace rôde un peu autour d'eux, et Bogart était très engagé dans le combat démocratique contre cette commission. Alors donc en plus un film sur la presse libre, c'est dire si le contexte est important. Bogart a été engagé un moment jusqu'à ce qu'il comprenne qu'en fait, le groupe auquel il appartenait commençait à être manipulé par des groupes communistes. Alors, le problème de la liste noire, le problème de la chasse aux sorcières est un problème très compliqué. On pourra l'aborder un jour avec un autre film ici. C'est très compliqué parce que c'est pas du tout, on essaie à chaque fois de le voir avec nos lunettes françaises, et c'est pas ça du tout. La gauche américaine ou la droite américaine, c'est pas du tout la même chose qu'en France. Bon, ce qui est sûr, c'est que la commission des activités américaines était quelque chose d'absolument scandaleux, qui a nuit énormément, on le sait, à des acteurs, essentiellement à des acteurs. Parce que des acteurs qui étaient dénoncés,
ne pouvez pas se cacher, vous ne pouvez pas mettre les moustaches et changer. Les scénaristes ont été victimes, ils ont pu, heureusement, mais malheureusement en même temps, travailler sous des faux noms, comme Ghostwriters, et les réalisateurs, pour la plupart, ont été obligés de partir, de toute façon, sont partis en France ou en Angleterre, c'est Dassin, c'est Walter Redfield, John Berry, vous les connaissez comme moi. Mais il faut bien se dire que, contrairement à ce qu'on a pu dire, il a été de mon tour de dire ah, mais le cinéma américain, c'est terrible, à partir du moment où ces gens sont partis, il n'y a plus de liberté, on ne peut plus rien faire, etc. C'est pas vrai du tout. Alors, on leur a interdit de travailler, c'est honteux. Naturellement, c'est honteux. Ils ont été obligés de partir, c'est honteux. Mais le cinéma hollywoodien, et on a continué à Hollywood, une fois je me suis intéressé à dresser la liste, aux films, disons, engagés, presque de gauche, pour utiliser un terme français, qui ont été tournés dans ces années-là, ils sont aussi nombreux qu'avant. Aussi nombreux qu'avant. Et d'ailleurs, on peut voir aussi, sans être méchant, parce que c'est des gens qu'il faut plaindre. Ceux qui sont partis ailleurs, ils n'ont pas fait leurs meilleurs films, et ils ont rarement fait des films très engagés. Mais c'est tout. Parce qu'ils ne pouvaient sans doute pas le faire non plus. Mais aux États-Unis. On va bientôt faire une intégrale Losé, ça sera le moment d'en discuter. C'est beaucoup, oui, c'est beaucoup, ça notamment. C'est beaucoup plus complexe que ça. D'ailleurs, Brooks lui-même m'a dit, je lui ai dit, mais enfin, comme je l'avais dit à d'autres d'ailleurs, je lui ai dit, mais vous avez dû avoir des problèmes. Enfin, pourquoi vous n'avez pas eu de problème? Mais moi, je n'étais pas communiste. Je ne faisais pas profession d'être communiste, c'est tout. Ceux qui n'étaient pas communistes pouvaient être de gauche, pouvaient être de vrais libéraux. Ils n'ont pas eu de problème. Brooks n'avait aucun problème. Aucun. Et d'autres, qui pouvaient risquer d'avoir des problèmes, ont été couverts très longtemps par leurs propres producteurs, jusqu'à... Mais j'en ai parlé une fois avec Dassin, je n'ai pas vu énormément de cinéastes, j'en ai parlé avec Dassin. Il m'a dit, la seule chose que je vous demande, ne me parlez pas de la liste noire, parce que j'en ai comme ça. On ne me parle que de ça, parlez-moi d'autre chose. Donc je ne vais pas parler de ça. C'est vrai. Bon, il y a des gens en plus qu'on fait, les scénaristes, pas les réalisateurs, qui en ont fait un peu une profession de foi. Hein. C'est alors, une fois de plus, c'est honteux ce qui leur est arrivé. Bien d'accord, je ne dis pas dire quoi que ce soit, que ces gens étaient coupables de quoi que ce soit, c'est bien évident. Mais, il ne faut pas croire que le cinéma américain s'est arrêté à ce moment-là. Pas du tout. Il ne s'est pas arrêté en production, tout simplement parce que d'ailleurs, les grands producteurs, il a fallu qu'ils donnent quelques gages, bon, au tenant de la commission des activités anti-américaines. Ils ont continué. Tous les Zanuck, par exemple, le premier, parler de Zanuck. Zanuck, par exemple, Samson Dassin allait avoir des problèmes, c'est arrivé, en effet. Il lui a conseillé de partir en Angleterre pour aller tourner Les Forts Points de la Nuit, Nathan the City, c'est un formidable film de gauche, entre guillemets, qui a tourné en Angleterre, avec la bénédiction de Zanuck. On n'a pas arrêté le film. Il y a énormément de films qui étaient très marqués, on continuait à être tournés. Hein. L'histoire de la liste noire, elle est beaucoup plus complexe. Jusqu'à aller vers un homme comme Cazan, on sait très bien. Donc une partie des films, par la suite, ont été de véritables films de gauche, notamment par exemple Le Fleuve Sauvage, qui a dénoncé ses propres... qui a dénoncé des acteurs. Donc en effet, là, il a contribué à scier la carrière. C'est beaucoup plus complexe qu'on croit. Et on voit justement, avec posé la question, un film comme Les Masques a été tourné en plein macartisme, sans aucun problème. Alors on disait, ah, ils ont utilisé les scénarios pour... S'ils ont eu les scénarios, ils auraient dû les arrêter. Hein. Parce que peu de films, il y a peu de pays au monde, où des films à la gloire de la presse, luttant contre les puissances d'argent et autres,
aurait pu être fait avec la virulence de Bal et Masque, ou d'autres films. C'est très complexe l'histoire, c'est très complexe, c'est tragique, parce qu'il y a des gens dont la carrière a été brisée, dont les familles ont été brisées, qui ont été obligés de quitter les États-Unis. Ça a été honteux. Mais c'est plus complexe. Et en tout cas, ça n'a en rien émasculé, heureusement, le cinéma hollywoodien. Mais je vous posais la question parce qu'en introduction, vous avez prononcé le mot de Rooseveltien. Oui. Et effectivement, on voit bien que le film est fait par des gens qui sont encore sur cet élan-là. Et que l'Amérique des années 50, ça va devenir autre chose. Ça sera les années Eisenhower, etc. Enfin, bien sûr qu'ils font Bal et Masque. Mais vous racontez dans votre livre que quand justement les gens de la Fox interrogent Brooks, ils lui disent carrément « Est-ce que vous êtes communiste ?» Et Brooks lui répond « Je ne suis pas communiste, mais je considère que s'il n'y a pas une presse pluraliste, la démocratie américaine ne peut pas fonctionner. » Oui, mais c'est ce que je disais la semaine dernière. Le principe rooseveltien, le principe de la liberté de la presse, le principe de la vie américaine, en tout cas autrefois, pas de Joe Biden, j'en sais rien, mais autrefois, c'était qu'on a un problème, on ne le cache pas. On essaie de le montrer, on ne met pas la poussière sur le tapis, on le montre. Quand il y avait un problème, et le cinéma de Brooks, c'est ça, quand il y a un problème dans le monde de l'éducation, on ne tourne pas un film gnangnan à la gloire des profs, simplement, on montre ce que peut être la vie quotidienne d'un prof dans un quartier compliqué, et on tourne Graines de violence. Graines de violence qui est tout aussi moderne aujourd'hui que quand il a été tourné. C'est très intéressant, c'est de voir que ces films-là, film à 52, 48, je crois, oui, le film est tout aussi plus moderne que des films contemporain, celui-là. Graines de violence, c'est la même chose. Ce sont des films qui parlent d'éléments qui en fait existent toujours, et des gens comme Brooks, ou d'autres, Waldrich, ou un peu plus avant, Wellman ou autres, les prenaient à bras-corps, grâce aux producteurs. Il ne faut pas oublier ce rôle des producteurs. Seuls ces Seagal, les producteurs du film, ce sont des gens qui n'ont pas existé un seul instant. Quand Brooks quitte la MGM pour tourner un film, on ne lui dit pas, oh, mon Dieu, il tourner une petite comédie, ça va être sympa. Pas du tout. Il tourne ce film à la gloire de la presse. Et la carrière de Brooks, c'est une carrière qui est comme ça. C'est une carrière qui est contre le racisme, c'est contre un de ses livres, contre l'antisémitisme. On sait très bien, c'est un cinéaste progressiste. Alors, une fois de plus, on va employer des mots qui aux États-Unis ne veulent pas dire beaucoup de choses, enfin, ils ne vont pas la même chose. C'est un cinéaste progressiste. Donc, ce que ça a de mieux, c'est un véritable homme libéral, et c'est la vieille tradition rooseveltienne, on ne cache pas les choses, on les montre, contrairement à ce qui se passe chez nous. Tout simplement ce qui se passait chez nous dans les années 50. Parce que il n'y a pas un film comme Bal et Masque qui est impensable en France dans ces années 50. Même si on dit que le cinéma français était beaucoup plus libre que le cinéma américain. Parce que le cinéma américain, malgré les groupes de pression, il y en avait, les lobbies puissants, l'American Legion, les lobbies religieux très puissants, malgré tout ce que vous pouvez imaginer, donc des groupes d'extrême droite en politique, malgré le code de censure, qui aussi interdisait de montrer au-dessus du genou, des choses comme ça, a parfaitement réussi à se glisser comme ça. Quand on parle du code AS et autres, je ne vous cache pas que ça ne me fait rien. Ce cinéma que je connais assez bien, personne ne dira que le cinéma hollywoodien a été victime de ça. Alors c'est vrai que c'était des bêtises, il fallait qu'il y ait 25 cm ou je ne sais pas quoi, ou 28, entre des lits jumeaux et autres, mais à côté, les cinéastes faisaient ce qu'ils voulaient. Moi j'ai énormément de lettres de l'organisation Bring, de Calais, disant ce qu'il faut changer dans le scénario, c'est des bêtises. À côté, ils ne se rendent compte de rien. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un vrai problème qu'il faudra poser un jour. Qu'est-ce qui se passait réellement quand vous voyez,
quand vous voyez Duel au soleil, quand vous voyez Gilda, quand vous voyez les films avec Marlène ou autre, si vous voulez, vous ne pouvez pas dire que c'est un cinéma complètement asexué. Pas exagéré, il faut être un peu sérieux. Alors, moi, je pense qu'il y avait tout pas. Il doit y avoir quelques vieilles filles coincées, donc des choses comme ça. Il y en avait que ça devait faire rigoler, et il y en a qui étaient très intelligents, qui laissaient passer ça. Et le nombre de cinéastes, on le sait, qu'on dit « Ah, mais j'ai un problème avec les gens du collège, je vais aller les voir ». Quand vous allez les voir, c'est gagné, pas l'équipe du collège, le réalisateur. On sait très bien que Walsh s'amusait à mettre les symboles phalliques partout, on s'est dit ça, on ne s'en rend pas compte. À la lecture, c'est plus difficile, mais même à la vision du film. Il y a très peu de films. Alors, il y a eu quelques modifications sur les scénarios, mais c'était des lignes. Des lignes. Je lisais encore justement ce matin, j'avais un dossier sur lequel je travaillais, où il y avait des trucs du collège. C'est des bêtises. C'est des bêtises, comme si on parlait à des enfants. À côté, les cinéastes faisaient ce qu'ils voulaient. Ça aussi, c'est l'histoire du collège et de l'effet négatif qu'il a eu sur la production hollywoodienne, c'est une posture. Et on ne peut pas dire que ça empêchait Alfred Hitchcock de dire exactement ce qu'il voulait dire. Vraiment. Mais ça n'a empêché personne. Les allusions qu'il y a, les allusions homosexuelles, il y en a plein de cinéma hollywoodien. On est sérieux. Il y a énormément d'acteurs, c'était des acteurs homosexuels, qui heureusement d'ailleurs pouvaient tourner. Et l'œuvre d'Hitchcock, de The Lodger à des films beaucoup plus tardifs, en est pleine. Et dans les dialogues, vous avez des dialogues à tous les sens, sans arrêt, pas uniquement chez Mae West et chez les Marx. J'en avais dans des comédies qui sont autrement plus. Et si vous prenez, je ne sais pas, The Major and the Minor, par exemple, de Billy Wilder, il n'y a pas un film qu'on oserait tourner aujourd'hui comme ça. On hurlera immédiatement à pédophilie, je ne sais pas quoi. Et pour revenir à Ballet Masque, avant de passer la parole à la salle, il y a quand même une séquence que je trouve extraordinaire, c'est quand les faux flics et vrais mafieux viennent chercher le frère, viennent chercher le témoin, et je crois que c'est Paul Stewart, le journaliste, leur dit « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'est pas un état policier, où est-ce que vous l'emmenez ?» Et bien sûr, ce ne sont pas des policiers, justement. C'est là où aussi... Les commissaires de police, mais vous auriez dû vous rendre compte que ce n'étaient pas des policiers étudiés à eux, mais dans cet état, on ne sait jamais. Question. Monsieur. Merci. Je me présente, Bob O'Donovan, ancien Californien. Remarquable ce film. Je n'ai pas vu tous les films de Brooks, mais pour moi c'est le meilleur. Extraordinaire. Et le meilleur de Bogart. Pour moi, au-dessus de Casablanca, parce qu'il est beaucoup plus important dans le film. Par contre, hier, j'ai vu un film, Looking for Mr. Goodbar. Oui. Et j'ai du mal à comprendre que c'est le même cinéaste qui a fait ce film. Excusez-moi de le dire, monsieur. Pour moi, en tant qu'Américain, je peux le dire, c'est un navet, monsieur Goodbar. Bon, ben, j'ai été à la même projection que vous, mais je vais laisser d'abord répondre Patrick Briand. Merci. Bon, alors je n'irai pas du tout dans votre sens. Alors, pour être très précis, ce n'est pas les films de Brooks que je préfère. Je crois que c'est le moment où le cinéma hollywoodien commence à tourner un peu en roue libre, où les réalisateurs n'ont plus de producteurs. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit samedi dernier, c'est le rôle très important des producteurs. Non seulement du patron du studio, mais de ceux qui étaient les producteurs, qui étaient en fait les interfaces entre le patron du studio et le réalisateur. Bon, ces gens-là étaient très intelligents, beaucoup plus ouverts qu'on ne croit, beaucoup plus ouverts qu'on a l'habitude de le dire. Mais c'est vrai que dans ces années de Mr. Goodbar ou d'autres, des cinéastes américains qui se sont crus à tort brimés auparavant, parce qu'à ce moment-là, ils ont rencontré une presse qui leur dit « Vous avez été brimé, mon cher ami, ça je sais, bon, c'est ce qu'on a dit à l'OC, comme ça, vous n'avez pas tout tourner ce que vous voulez, tournez enfin ce que vous voulez. » Bon, je ne vais pas parler d'OC maintenant, mais
À partir du moment où il serait resté aux États-Unis, il aurait tourné 15 films exceptionnels. Il n'a pas tourné 15 films exceptionnels quand il en a tourné beaucoup plus libre. Je pense que les gens ont besoin, les scénaristes ont besoin qu'on relise leur scénario, qu'on coupe les choses, etc. Pardon de redire quelque chose que j'ai dit samedi dernier pour ceux qui étaient déjà là, mais je trouve un excellent exemple. Joseph Mankiewicz, il est le plus grand cinéaste, le plus grand scénariste. Il va tourner Chaîne conjugale. Chaîne conjugale, vous connaissez l'histoire. 3 femmes, une amie de ces 3 femmes part avec comme leur mari, on ne sait pas lesquelles, pendant quelques heures, elles sont éloignées, chacune se met à fantasmer, est-ce que c'est mon mari qui est parti avec elle, etc. Au départ, c'est un roman dans lequel il y a 5 couples. Mankiewicz lui-même se dit 5 couples, c'est tout de même beaucoup. Pas bon, ça, c'est pas de chiffre. Donc, il va voir Zanuck et lui dit j'ai enlevé un couple. Il n'y en a plus que 4. Pas bien, dit Zanuck. Je pars pendant le week-end avec le scénario. C'était l'habitude de Zanuck. Il savait lire, lui. Pas le cas de tous les producteurs, mais il savait lire. Donc Zanuck part avec le scénario. Il était donc lui-même, comme je vous disais tout à l'heure, scénariste, autrefois. Et lundi, il renvoie Mankiewicz et lui dit 4, c'est pas bon. 3, c'est bon. 3, c'est un très bon chiffre, on le sait. 3, c'est un très bon chiffre, pas 4, 3. Donc, on ne va plus avoir que 3 couples. En revanche, le 4e couple a quelques éléments intéressants. On ne va pas jeter et perdre ces éléments intéressants. On va les injecter dans les 3 autres couples. C'est un travail de scénariste. C'est ce qui se faisait à l'époque. Ce qui fait que Chaîne conjugale doit durer 1h49. Aujourd'hui, il durerait 2h50. Il n'y a plus personne. Bon, je pense que nous avons tous besoin, dans notre vie, quel que soit notre métier, d'avoir quelqu'un qui nous relise, nous voit. Et moi, je suis frappé. Oui. Auparavant, à la MGM, pour prendre l'exemple de la MGM, il y avait ce qu'on appelle un maîtreur. Le type, on lui donnait un scénario, partait travailler chez lui, à 30 secondes près, il donnait la durée du film. Ce scénario. Donc à ce moment-là, si on voyait que le film faisait 2h20, on commençait à couper. Au lieu de se dire, comme on se dit aujourd'hui, on se dit quoi? On dit, le metteur en scène arrangera ça. Alors, le metteur en scène n'a rien arrangé. Le monteur va régler ça. Rien du tout. Et on trouve ces films qui sont pas chédermiques aujourd'hui. Un polar, il dure 2h20. Comédie, ça dure 2h20. Que des films qui se passent dans l'espace, des histoires interstellaires, des grands spectacles. Oui, vraiment, on est tous d'accord. Mais le reste, c'est ridicule. Et on sent, aujourd'hui, que ces films n'ont pas été revus. Que dès le départ, on a laissé le cinéaste, ça nous ramène à notre pour Mr. Goldbar, faire ce qu'il voulait. Quand on sait aujourd'hui ce que coûte 30 secondes de film, 30 secondes, l'idée, ou de le foutre au panier, parce qu'il en a trop, ou de le laisser et d'ennuyer le spectateur, c'est absurde. C'est absurde. Avant, on coupait le film en amont. On ne coupait pas le film après. Et par ailleurs, monsieur, vous l'avez trouvé uniformément mauvais à la recherche de Mr. Goldbar? Oui, absolument. Bon, ben là, très bien. Mais là, par politesse. Non, mais je comprends très bien ce que vous dites. Mais j'ai du mal à croire que c'est le même. Mais alors, permettez-moi de vous dire 2 choses. D'abord, entre ce film et Looking for Mr. Goldbar, et ça, Patrick vient très bien de l'expliquer, il y a 25 ans, c'est-à-dire que tout a changé dans le système de fabrication industrielle des films à Hollywood, et effectivement, sans doute le Hollywood des années 40, 50 et 60 convenait peut-être mieux à Brooks. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, et je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là hier, c'est personnel. Oui, non, mais tout à fait. C'est que j'ai rarement vu une actrice faire ce que fait Diane Keaton dans Looking for Mr. Goldbar. C'est-à-dire que souvent chez Brooks, Madame est d'accord. Même quand les films sont loupés, par exemple les frères Karamazov,
personne ne prétend que c'est le plus grand film du monde. Mais sur les éclairages, sur la photographie, il y a des choses très intéressantes. Dans Looking for Mr. Goodbar, la fin est épouvantable. Je suis d'accord avec vous. Elle est à la fois réactionnaire et homophobe. Tout ce qu'on voudra, c'est... Les 10 dernières minutes sont vraiment catastrophiques. Mais ce que fait Diane Keaton pendant 1h30 dans le film, franchement, même dans Annie Hall de Woody Allen, je la trouve moins intéressante. Vous voyez, je trouve que c'est une performance d'actrice vraiment remarquable. Maintenant que, pour rebondir sur ce que vous dites, que Richard Booth soit un cinéaste inégal, on a envie de vous dire peut-être d'abord comme la plupart des cinéastes, enfin je ne connais pas beaucoup de cinéastes qui auraient le même niveau d'excellence pendant toute leur carrière, et puis peut-être Patrick Briand, il est aussi très dépendant de son matériau de base, enfin ça dépend ce qu'il fait, ce qu'il adapte, s'il écrit lui-même le scénario comme dans Bas les masques, ou s'il veut adapter parfois des choses qui l'écrasent et le dépassent un peu, ce qui n'empêche pas de faire des choses intéressantes. Je crois qu'il est, oui, il est très dépendant surtout des producteurs qui veulent bien le produire. Quand il était dans un studio, les cinéastes qui étaient dans les studios, ils étaient complètement teutonnés. Alors, ils ne faisaient pas que des chefs-d'œuvre, on est bien d'accord. Mais ils étaient chez eux, ils voyaient les gens qu'ils connaissaient, il y avait le salaire qui tombait à la fin de la semaine, c'était une grande chance. Ensuite, ils ont été, au moment de la fin des grands studios, en roue libre, cherchant sans arrêt des gens pour les produire. Alors, certains s'en sortaient plutôt mieux, comme Aldrich par exemple, d'autres, très grands cinéastes comme John Huston, plus ou moins bien, ou plus ou moins mal. Là aussi, on voit des carrières, vous prenez la carrière d'Huston, elle est comme ça, jusqu'au moment de la fin du studio. Et là, c'est comme ça parce qu'il faut bien gagner sa vie, il faut payer ses impôts, et puis on est content de trouver quelqu'un qui vous permet de tourner, hein. C'est tout. Alors, le problème, c'est quand on est cinéaste, les gens s'en rendent compte. Mais c'est humain, hein. Et la fin des grands studios, alors je ne vais pas refaire ce que je vous ai dit samedi dernier, mais la fin des grands studios, ça a été quelque chose, il n'y a plus de studios. Et une fois de plus, je redis tout de même l'anecdote que je vais la redire. Quand John Ford a voulu tourner L'homme qui est à Liberty Balance, ce qui n'est pas n'importe quoi, il va voir les gens de Paramount avec un package. Le package, c'est John Wayne, Tim Stewart, Lee Marvin, plus quelques acteurs, et lui-même. Et il dit lui-même, j'ai mis 6 mois pour essayer de convaincre les crétins qui étaient à la tête de la Paramount, qui étaient des gens en costume 3 pièces, diplômés des écoles de commerce, avec Zanuck sur un plein déjeuner. Parce qu'à ce moment-là, ces imbéciles qui étaient là étaient incapables de comprendre, étaient tout simplement, ne visualisaient pas le film. À l'époque des grands studios, les producteurs faisaient 2 films par jour. 2 films par jour. Ils voyaient ou un des films du studio, ou un des films d'un autre studio, ou des films étrangers qui se faisaient traduire pour trouver des sujets intéressants, des acteurs intéressants, des réalisateurs intéressants. Il y avait une espèce de curiosité, c'est tout maintenant. Quand vous voyez, je ne parle que du cinéma américain, qui est celui que je connais plutôt mieux, quand vous voyez le cinéma américain aujourd'hui, c'est tragique, c'est absolument tragique. Vous sentez qu'il n'y a pas de scénariste, il n'y a pas de producteur, que ces gens sont incapables de travailler entre eux, et on arrive à ces films, une fois de plus. C'est pas que je suis étant âgé, je ne supporte pas des films longs. Moi, je supporte très bien des films longs quand c'est Autant me porte le vent, des films comme ça. Je ne porte pas des films longs quand c'est une petite comédie, il n'y a pas de raison d'être. J'ai la chance de voir dans la journée, pour mon travail, des films des années 30, des années 40, des années 50, qui sont tenus comme ça. Et le soir, quand je vais au cinéma, je vois des films filandreux, c'est pas... Je suis bien obligé à ce moment-là. Parce que j'essaie d'avoir un réflexe historien, de me dire, c'est pas tout de même la même manière de produire des films. Et d'ailleurs, on a vu à ce moment-là le nombre de carrières, même, qui se sont effondrées. Et un cinéma, le cinéma américain, qui est incapable de faire tourner Francis Ford Coppola, tout de même, l'auteur d'Apocalypse Now, et des parrains qui est réduit à superviser son vin
n'a pas balé, c'est tout de même tragique. Excellent. Oui, le vin, oui, très bon. C'est fait aussi, c'est très bon. On ne va pas faire un dans les films. Mais en effet, le vin est excellent, d'accord. Quand vous voyez qu'ils n'ont pas été capables de faire tourner Cimino, parce que là aussi, l'exemple de Cimino est un très bon exemple. Cimino, auparavant, on aurait verrouillé sa production, et Heaven's Gate aurait été sans doute très intéressant, tout aussi intéressant, mais il n'aurait pas été cette espèce de magma avec deux versions complètement différentes, tout aussi intéressantes toutes les deux en plus. Tout aussi intéressantes toutes les deux. Parce que vous sentez que c'est les producteurs. C'est ça, c'est les producteurs. Moi, je ne pense pas que les scénaristes soient moins beaux, je ne pense pas que les réalisateurs soient beaucoup moins bons, je pense que c'est les producteurs, ça oui. Et ça, si vous voulez comparer le cinéma français, c'est la même chose. Hein. Parce qu'auparavant, quand il y avait Bromberger, quand il y avait les frères Hakim, c'était autre chose. Quand les frères Hakim font tourner Belle de jour à Buñuel, et deux éléments que les frères Hakim vont raconter eux-mêmes. Ils préparent la bête humaine. Et Jean Renoir leur dit, ah ben voilà, bonjour, je vous amène, je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est une jolie fille qui doit être la maîtresse du maman. Bon, ben, elle serait très bien pour jouer avec Jean. Bon, disons, on va faire quelques essais. Bon, elle n'est pas bonne. Donc, ils lui disent, écoute, on va lui donner un petit rôle, parce qu'il faut être correct, mais plutôt prendre Simon. Ça serait une bonne idée. Et au lieu que Renoir dise ce que doivent dire des cinéastes aujourd'hui, à qui on dit ça, ben attendez, vous vous permettez de dire quoi? Moi, Jean Renoir, je vais vous faire faute, vous êtes des marchands de nougat, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est à moi de choisir. Buñuel, Bec de jour. Première projection du travail. Les frères Hakim disent à Buñuel, oui, c'est un problème, et ça va pas là. Ça va pas. Et au lieu que Buñuel leur dise, mais attendez, vous êtes là pour signer l'échec, vous êtes là pour donner des conseils, ils disent, on n'a pas raison. Ils ont réécrit et refait le truc. Hein. Très souvent, moi j'ai vu des visions, des cinéastes, qui étaient des cinéastes de grand talent, me dire, j'aimerais bien qu'on passe une autre... Est-ce que je peux couper mon film? Sauter lui-même. Sauter me dit, pour Mado, il y a des choses que j'aime pas dans le film, est-ce qu'on peut les faire sauter? Ça, c'est très compliqué. Quand on passe un film à la télévision, moi, j'ai pas envie qu'on dise c'est la télé qui coupe les films. En revanche, le cinéaste, est-ce qu'il est le meilleur, est-ce qu'il est son meilleur critique? J'en sais rien. Ça, il aurait mieux valu qu'il soit le meilleur critique au début. Et encore, pour sauter, c'est pas ça, parce que sauter a toujours, au contraire, soigné extrêmement ses dialogues, son montage et autres. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où il y a souvent quelques scènes de trop. Ben, il faut être plus, il vaut mieux s'en rendre compte avant. Et chaque fois qu'on a des exemples d'ailleurs de scènes qui ont été tournées, et coupées après, eh ben, en fait, on a bien fait de les couper. Bon Wagon de Minelli, il y a un ballet avec Sid Charisse, qui s'appelle Two Faced Woman. Moi, j'avoue, quand j'ai appris que ce ballet existait, que ce ballet existait, j'ai dit, c'est vraiment dommage, c'est scandaleux, est-ce qu'on peut le récupérer? Donc, j'ai réussi à le récupérer à la MGM, et quand je l'ai passé dans le cinéma de minuit, j'ai passé le ballet. Mais le ballet, je l'ai passé après, parce que je savais parfaitement où il était dans le film. En plus, le ballet, il n'est pas bon. C'est pas très bon. La petite Charlie, c'est ravissant, on est bien d'accord, le ballet n'est pas très bon. Pourquoi l'a couper? Parce qu'il n'était pas très bon. Et en fait, on a bien fait de le couper. Et je me souviens une fois, j'en ai parlé à mon ami Tavernier à propos de Coup de Torchon. Je savais qu'il avait coupé 3 scènes dans Coup de Torchon. Et je lui ai dit, est-ce qu'on peut, quand on va diffuser le film la prochaine fois, les mettre? Non. Pourquoi? J'ai dit, c'est dommage. Moi, j'aime bien, bon, je complète, etc. Non. Mais pas du tout, elles sont pas bonnes du tout. Et est-ce qu'on peut les mettre en plus? Non, on ne les met pas en plus. On les a coupées, on a bien fait de les couper. Bon. On a fait de les couper avant. Bon, ça c'est une autre question. Autre question, intervention. Jean-François. Tiens. Oui, je veux bien intervenir dans la discussion parce que
vous exprimez un peu la nostalgie du système hollywoodien classique, ce système de grands studios oligopolistiques, Absolument, oui. extrêmement hiérarchisés, qui avait son propre génie. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que c'est le public lui-même qui a mis fin à cette situation? Parce qu'on sait qu'à partir de 1947, la fréquentation des salles diminue aux États-Unis, et qu'à la fin des années 50, les studios sont en faillite, et qu'ils sont rachetés par des conglomérats qui ne s'intéressent moins à la production des films qu'à leur diffusion. C'est pas ça du tout. Ah ben, Mais ce qui a abouti, c'est très précis, ce qui a abouti à la disparition des studios, c'est à la fin des années 40 et au début des années 50, plusieurs phénomènes. L'un, c'est l'arrivée de la télévision. Bon, les Américains achètent leur télé, ça leur coûte cher, il y a des conneries, mais des films en noir et blanc qui ne sont pas bons, des séries qui ne sont pas bonnes, mais c'est le nouveau joujou, il est dans le salon, on est autour et on regarde la télé au lieu de sortir. À ce moment-là, les compagnies américaines essaient le cinémascope, le relief, le cinérama, pour lutter contre le petit écran en offrant, en montrant ce que la télé est incapable de montrer. Bon. Mais le plus gros problème, c'est l'application de la loi Sherman antitrust. C'est un truc uniquement économique. Qu'est-ce que c'est que la loi Sherman antitrust? La loi Sherman antitrust, on va faire d'économie parce que je ne suis pas économiste, c'est une loi qui a été faite par un nommé Sherman, qui était destinée à lutter contre le trust, contre les trusts. Essentiellement contre les trusts aéronautiques et automobiles. Les trusts aéronautiques et automobiles, c'est production, distribution, exploitation. C'est le vieux trust américain vertical. Le principe de la loi Sherman, c'est de dire on va couper ça au milieu, on va supprimer le lien normal entre la production et la distribution, de façon à ce que des compagnies moins importantes que General Motors, tout ce que vous voulez, puissent elles aussi vendre leurs avions ou vendre leurs voitures. Bon, au départ, quelque chose de sympathique, peut-être, pour plus utopique, mais sympathique, j'en sais rien. Quand on a décidé d'appliquer ça à l'industrie cinématographique, c'est une folie. L'industrie cinématographique, en effet, marchait moins bien, ça c'est absolument vrai, avec la télévision qui leur taillait des croupières d'un côté, et de l'autre côté, la loi Sherman qui dit vous avez vos salles de cinéma, et bien on va vous les supprimer, vos salles de cinéma. Comme ça, vous allez produire des films, vous allez être comme n'importe quel producteur indépendant, être obligé d'aller avec vos 5 bobines, voir les patrons de salles pour essayer de coller vos films. Ça s'est arrêté. Ce qui a fait la grande force des studios, c'était ce lien qui permettait de prendre des risques. Pardon, une fois de plus, samedi dernier, j'ai pris l'exemple de Fritz. Fritz, nous connaissons tous Fritz, film de 1932 de Todd Browning, qui est l'histoire d'un drame humain avec des créatures victimes de malformations de naissance. Vous pensez qu'un distributeur indépendant, qu'un producteur indépendant, qui n'aurait pas eu les salles de cinéma dans lesquelles il était sûr de sortir les films, aurait produit un film comme Fritz? Jamais. Personne n'a fait des films comme ça d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, vous considérez que la verticalité du système était finalement gage de diversité. Elle permettait de prendre des risques. Elle permettait de prendre des risques. Ensuite, on n'a plus de risques. Ensuite, on ne peut plus se permettre. Et d'ailleurs, le cinéma hollywoodien s'est appauvri à pas tout de suite parce qu'il était en roue libre. Et comme il était extrêmement puissant, comme il y avait encore les mêmes personnes, il a tenu un moment. Mais à ce moment-là, on a coupé les contrats d'acteurs, on a coupé les contrats de réalisateurs, on a supprimé les départements d'animation, ce qui fait que Tex Avery est allé tourner pour la télé, on a supprimé les corps de ballet, les musiciens, ce qui fait que quand on a tourné des comédies musicales, au lieu de faire des comédies musicales qui étaient des véritables créations, comme Tous en scène ou Chantons sous la pluie, on s'est concentré de mettre en boîte des comédies musicales qui étaient des succès de Broadway, avec la plupart du temps les acteurs qui étaient à Broadway, et les réalisateurs qui étaient à Broadway. C'était absolument tragique. Alors, le cinéma, heureusement, le cinéma américain avait une force énorme, une grande vitalité, mais il s'est appauvri comme ça, petit à petit. Et on voit des gens qui disparaissent.
La comédie musicale a disparu. Alors que c'était un des genres florissants à l'époque des grands studios. Le western a complètement disparu, alors qu'il était florissant à l'époque des grands studios. Pourquoi? Pas dire que les gens parlent western aujourd'hui, pas vrai. Ça se discute. On va peut-être pas faire un débat. Qu'est-ce qu'ils discutent? Que les gens aiment le western? Ah non, que les gens aiment le western, c'est toujours vrai. Mais ça ne fait plus. Bien, Rodolphe. Bonjour, moi je viens de découvrir Les Masques, c'était la première fois que je le voyais, et à plusieurs moments pendant le film, je me suis dit que c'était probablement un film qui avait dû infuser dans l'esprit de Steven Spielberg, parce qu'il y avait plusieurs éléments qui m'ont fait penser à Pentagon Papers, parce que, notamment le fait de finir autour des rotatives de presse, et surtout dans la relation qui se joue dans Les Masques entre Humphrey Bogart et Ted Barrymore. Je trouve qu'il y a une forme d'écho entre ce qui se joue entre Meryl Streep et Tom Hanks dans le film de Spielberg, sur l'espèce de tandem entre le rédacteur en chef et la femme propriétaire d'un journal, qui elle-même a plus ou moins hérité du journal. Enfin, je me suis dit qu'il y avait que Pentagon Papers, c'était peut-être un lointain descendant, en quelque sorte, de Les Masques. Bah, Spielberg aime bien le cinéma, j'espère qu'il a vu Les Masques, oui. Mais l'une des grandes... Ce qui a été tragique avec la disparition des grands studios, cher Jean-François Roger, c'est que toute une génération de cinéastes en laquelle nous avons beaucoup cru à un moment. Il y avait, c'est tout, Frankenheimer, Penn, Mulligan, etc. Des cinéastes comme ça. Ils ont réussi à faire 3 ou 4 films superbes. Et ce sont des carrières qui se sont effilochées. Ça a été autant de déceptions. Alors certains sont raccrochés à la télé. Frankenheimer, par exemple. Mais à l'époque des grands studios, ils auraient trouvé un bercail et ils auraient pu tourner. Tandis que là, ils ont passé leur temps à chercher de l'argent au lieu de chercher des sujets. Et ça a été une grande tristesse. Vous pouvez reprenez les carrières, les listes de Mulligan, de Frankenheimer, de gens comme ça. C'est autant de déceptions. Il y avait des films superbes, exceptionnels qui apparaissent. Et ensuite, des trous. Des trous, c'est pas parce que les gens ont changé. Ils n'ont pas eu la structure pour les porter. Ouais. Et puis le producteur. Alors voilà, Patrick a répondu à Jean-François Roger, et moi je vous réponds, monsieur, il vous manque un chaînon quand même, où ils sont même allés jusqu'à mettre le nœud papillon de Bogart à ce sublime acteur qui est Jason Robards, qui joue évidemment le rédacteur en chef du Washington Post, c'est les hommes du président. C'est-à-dire que vous avez raison de penser à Pentagon Papers, il n'y a aucun doute là-dessus, mais le film qui a vraiment beaucoup regardé Les Masques jusqu'à ce genre de détails, c'est évidemment les hommes du président de Bakula avec Redford et Hoffman. Monsieur. Hein? Avec Steve Hoffman. Deep Throat, gorge profonde. Oui, ce qu'on dit. Et en plus, sans rentrer dans le people, Jason Robards a succédé à Bogart. Absolument. Absolument. Voilà. Je pense qu'Humphrey Bogart et Jason Robards sont les 2 rédacteurs en chef de rêve du cinéma américain. Dans la vie, je ne suis pas si sûr qu'ils existent, hein, mais monsieur. Et ça sera la dernière question parce qu'on va enchaîner avec la signature en librairie. C'est juste pour une petite remarque qui rejoindra la première intervention à propos de Looking for Mr. Goodbar. Moi, je me rappelle avoir vu le film à la sortie, le Looking for Mr. Goodbar à la sortie. J'avais trouvé que c'était un film absolument remarquable, qui donnait un tournant moderne au cinéma américain. Je revois ce film il n'y a pas très longtemps à la télévision. Je l'ai trouvé absolument navrant. Alors, pourquoi? Parce que finalement, ce que l'on trouvait novateur au début des années 70
C'était quoi pour Looking for Mr. Goodbar, à mon sens, c'était un cinéma un peu racoleur qui se voulait en train de courir après l'air du temps. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Patrick Briand, mais voilà comment je vois les choses. Et alors que, quand on prend Deadline USA, enfin, Bas les masques que l'on vient de voir, on a l'impression d'avoir un film qui se concentre de façon très stricte sur son sujet, sans vouloir appâter les gogos. Enfin, c'était ça, ce cinéma-là. Alors, je prends un autre exemple, je ne sais pas ce qu'en pense Patrick Briand. Le facteur sonne toujours deux fois de Raffleson, hein, je crois. Bon, la critique, quand le film est sorti, critique enthousiaste, lorsque Jack Nicholson vous jette Jessica Lange sur la table, etc. Or, écoutez, comparé avec la première version, et l'érotisme, bien c'est Lena Turner dans la première version, et c'est pas du tout la ressucée. Donc, vous voyez. Vous avez bien raison, vous avez bien raison. Absolument. Absolument. Bon, moi j'aime bien le film de Desgarnet et aussi celui de Raffleson, mais ce n'est qu'une opinion personnelle. Ouais, encore un homme de blessure, Raffleson. Patrick Briand, merci beaucoup d'avoir pour ce deuxième samedi joué le jeu de nous accompagner avec le cinéaste cher à votre cœur, Richard Brooks. Donc merci infiniment d'être revenu à la Cinémathèque et on se retrouve à l'école.